Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de 4 webconférences dédiées au RH et à l'accès à la fonction publique, dont celle-ci consacrée aujourd'hui au thème suivant, engagement et motivation, quel est l'impact du management sur le bien-être au travail, en partenariat avec l'Association des DRH des grandes collectivités et l'Association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux, dont nos 2 intervenants sont les représentants. Alors pourquoi ce sujet? Parce que nous avons tous, dans le management de nos équipes, à faire face à un double enjeu, celui de rendre un service public efficace et performant, sans jamais perdre de vue les valeurs qui nous guident. Car une recherche systématique de la performance et de la mise en place d'outils au service d'objectifs essentiellement quantitatifs risque de nous écarter de notre véritable mission. Alors, comment créer de la motivation, du sens, de l'envie, redonner confiance à des équipes, parfois un peu perdues face à des objectifs difficiles à atteindre, répondre à une demande sociale croissante et une perte de repères? Comment le faire dans une période à forte contrainte budgétaire? Comment mobiliser et favoriser l'encadrement intermédiaire, souvent oublié et coincé entre des managers qui ont du mal à montrer le cap et leur rôle d'amortisseur pour les équipes? Disposons-nous d'outils d'évaluation fiable et objectif pour mesurer l'impact des actions mises en œuvre dans ce domaine? Face à ces enjeux, ces exigences croissantes et ces moyens décroissants, le seul gisement restant à exploiter est un management équilibré entre bienveillance et efficacité opérationnelle. Sans oublier que c'est aussi toute l'attractivité de la fonction publique, particulièrement auprès des jeunes, qui est en jeu. Bref, comment imaginer que le faire plus avec moins se passe sans dégâts humains en termes de motivation au travail et dans nos organisations? Quelle est la place du management? Car chacun sait que les conditions de travail et les styles de management influent fortement sur le bien-être dans les organisations et donc sur la santé des collaborateurs. Les regards, les expériences, les analyses croisées de 2 managers, l'une de la territoriale et l'autre de l'hospitalière, sont là pour nous éclairer. 2 managers que je m'empresse de vous présenter. Aline Ridé, formation ESSEC. Vous exercez pendant 10 ans en marketing dans des multinationales avant de décider de vous orienter vers les collectivités locales. Tout d'abord à la ville de Boulogne-Billancourt dans le domaine culturel en tant qu'administratrice des musées, puis directrice de la culture. Après un parcours à l'INET, vous devenez DGA ressources de la ville de Saint-Germain-en-Laye, avec notamment la responsabilité de la politique RH, avant de rejoindre la région Île-de-France, où vous êtes actuellement en tant qu'adjointe à la DGA RH. C'est vous qui vous avez, avec votre équipe, particulièrement contribué au déménagement du siège au cœur de Paris, du cœur de Paris à Saint-Ouen, pour lequel il y a eu un accompagnement managérial qui était un des éléments clés de la réussite du dispositif, et avec notamment un management maintenant en open space avec des collaborateurs en télétravail, on en parlera tout à l'heure, qui a nécessité une réflexion globale sur la place et le rôle de l'encadrant dans l'organisation. Vous êtes membre et vice-présidente de l'Association des DRH des grandes collectivités, qui est un réseau de ressources et d'échanges qui regroupe, je crois, à peu près 200 adhérents. Et peut-être pouvez-vous nous en dire quelques mots de plus. Oui, tout à fait. Donc, cette association, à la fois, est une association professionnelle donc, qui va prendre des positions sur des questions RH, qui est un interlocuteur des institutionnels sur le sujet. Mais nous organisons également des conférences pour réfléchir sur des thématiques RH et nous organisons également des études pour approfondir certains sujets. Et d'ailleurs, récemment, nous venons de publier une étude sur l'absentéisme. Voilà. Qui a beaucoup de communication sur cette étude en ce moment. Rémi Delecta, vous êtes directeur des ressources humaines de 2 hôpitaux, Saint-Lô et Coutances. Vous êtes titulaire d'un master de management de l'ESCP Europe, ainsi que du diplôme Kaufmann, et vous êtes diplômé aussi de directeur d'hôpital de l'école des hautes études de la santé publique. Vous disposez, vous, d'une expérience professionnelle d'une 15aine d'années dans la vente, le management et la GRH hospitalière. Vous êtes formateur certifié en process communication en triangle de Karpman en gestion des ressources humaines et en management. Et vous faites partie du conseil d'administration de l'ADRES, donc l'association dont je parlais tout à l'heure, qui elle organise aussi des congrès, des voyages d'études et des publications sur les RH hospitalières. Vous nous en direz 2 mots. Avant, je voulais préciser, parce que ce n'est pas anodin, que vous êtes passionné dans l'écriture et la composition de comédies musicales. Vous créez des spectacles musicaux à grande échelle, vous avez fondé plusieurs ensembles vocaux.
dans lequel vous harmonisez des morceaux pour 4 voix. Je le cite parce que je pense que l'idée de chanter ensemble, quelque chose qui peut avoir un sens quand on parle de management d'équipe. Mais je vous laisse nous dire peut-être 2 mots sur l'adresse, enfin sur l'association. Eh bien, l'adresse, c'est la cousine, on va dire, de l'ADRH GC. Donc, elle fête ses 25 ans, hein, présidée par Jean-Marie Barbeau. Et de la même manière, l'adresse eh bien, est un groupe de réflexion. Nous produisons des études, des articles. On fait des voyages d'études à l'étranger. On essaie de repérer les bonnes pratiques où elles se trouvent. Et nous formulons également des recommandations pour le management des ressources humaines dans nos établissements. Voilà. Très bien. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible, bien sûr, pour y répondre, soit pendant, soit à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Mais il est temps de vous passer la parole, en commençant par vous, Aline Ridé, qui intervenez, vous, très directement sur le rôle du manager dans le bien-être au travail, et peut-être aussi, en commençant par une partie du sujet, qui est l'importance que la question soit portée au plus haut niveau hiérarchique. Oui, tout à fait. Une démarche de bien-être au travail, alors à la fois, elle doit intégrer une démarche individuelle, mais si on veut avoir un succès dans cette démarche, à mon sens, en tout cas, il faut que cette démarche soit globale au niveau de l'organisation pour qu'elle soit portée et qu'on ait un discours homogène. Alors, qui dit démarche globale dit portage au plus haut niveau de la hiérarchie, pour être sûr notamment qu'on intègre cette démarche dans toute la démarche RH de l'organisation et qu'il n'y ait pas une distorsion entre ce qui est prôné et la réalité de ce que peuvent vivre les membres de l'organisation. Et pour justement ne pas avoir cette distorsion, l'important c'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit pour crédibiliser cette démarche. D'où l'importance d'avoir une adhésion globale sur la démarche de bien-être au travail. Alors, on en reparlera avec Rémi Devecta, mais comment évalue-t-on le bien-être au travail et comment dire, quelle est la juste place des organisations syndicales dans la réflexion et la mise en place? Alors, qui dit démarche dit effectivement évaluer, donc on le verra plus tard, mais de manière déjà à se dire où on en est, où on va, quel objectif on se donne. Et donc, il y a plusieurs manières de prendre cette démarche de bien-être au travail. Il y a un premier axe qui est l'axe santé des agents. Donc, on peut suivre les arrêts maladie, leur fréquence, leur durée, les accidents de travail, et qui sera un angle de prévention des risques et de réduction de l'absentéisme. Donc ça, c'est une démarche d'évaluation complètement individuelle. On peut prendre également un axe d'évaluation du climat social, donc avec une démarche d'évaluation de la performance sociale de l'organisation. Donc c'est une approche plus globale, moins individuelle, mais qui va permettre de juger de la performance économique par un climat global. Et puis enfin, moi j'identifie un troisième axe qui est celui du bien-être individuel, pour évaluer la performance et l'engagement du collaborateur, qui va jouer bien évidemment sur le collectif et qui sera aussi une manière d'avoir une performance globale de l'organisation, mais en passant par l'engagement individuel et non pas par sa santé, comme on l'a vu sur le premier aspect. Alors, dans cette démarche, à mon sens, il est fondamental d'associer les organisations syndicales. D'abord parce que c'est souvent, on peut l'espérer d'ailleurs, un acteur majeur de la politique RH d'une organisation. Ce sont des partenaires et ce sont des partenaires qui peuvent aider à double sens. À la fois, ils peuvent aider à sensibiliser les agents à être un relais de la démarche RH auprès de l'ensemble des agents de la collectivité ou de l'organisation en général, mais ils sont aussi un relais pour les ressources humaines, pour remonter des informations, puisque quand on met en place une démarche, on n'est pas toujours sûr d'avoir les bonnes remontées de la part des équipes. Alors bien sûr, pour le faire, il faut dépasser un peu les postures de chacun. C'est un peu compliqué, mais puisqu'on a tous une posture vis-à-vis des organisations syndicales et les organisations syndicales les ont, mais une démarche en tête-à-tête
permet souvent d'avoir un discours vrai. Et c'est important pour moi d'avoir un discours vis-à-vis des organisations syndicales, parce que quand on décide de rentrer dans une démarche de bien-être au travail, on décide de se dire les choses. Je pense qu'il faut avoir un courage à un moment donné de mettre à plat certaines situations. Et donc, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Et si on veut, il faut vraiment associer tous les partenaires dans cette démarche, un petit peu de vérité de ce qui se passe dans l'organisation. On en reparlera avec Rémi Zavecta tout à l'heure, puisque dans les établissements dont il est DRH, il y a même une formation des cadres sur le dialogue social. Je me souviens d'une webconférence qui avait lieu ici, où l'ancien DGAFP, Jean-François Verdier, nous disait « on a le dialogue social qu'on mérite ». Et je trouvais que cette formule était assez juste. J'aimerais bien vous faire réagir là-dessus. C'est-à-dire que dans le mot dialogue social, il y a le mot dialogue, et qu'il faut que de chaque côté, ce soit véritablement des interlocuteurs, et de manière à ce que ce ne soit pas toujours frontal. Voilà. Mais je pense que il disait la même chose que vous en d'autres termes. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Il faut parfois dépasser les postures. Alors après, il y a des instances où on est tous en représentation, mais je pense qu'on peut avoir un dialogue dans d'autres cadres qui permet d'enrichir la collaboration. Et puis, c'est une confiance, en fait, le dialogue social. Alors, pour revenir au manager lui-même, quelle est selon vous cette posture que vous évoquiez, la bonne posture, si j'ose dire, que doit ou devrait avoir celui-ci? Alors, je pense que le manager doit impulser un certain nombre de choses pour favoriser ce bien-être. D'abord, le manager, c'est lui qui va donner le ton dans l'équipe, et donc donner le ton pour avoir une attitude bienveillante. Pour moi, la condition pour travailler sur le bien-être, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis de ses pairs, voire même vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques. Je pense que c'est une démarche globale. Le manager est là donc pour impulser cette valeur dans l'équipe. Il est là aussi pour donner du sens aux actions. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il va construire un sens par rapport aux équipes. Il va donner un sens global par rapport à la stratégie de l'organisation, mais également, je pense qu'il doit aussi le décliner pour chacun des membres de l'équipe, parce qu'on a tous nos moteurs qui sont très différents. Et je pense que son rôle aussi, c'est d'adapter ce sens global au moteur individuel de chacun pour toucher ce qui va motiver chacun dans son travail quotidien. Et bien sûr, je pense qu'il y a une démarche assez importante, et j'en reparlerai, c'est aussi la reconnaissance du travail accompli. On a tous nos capacités, nos fonctionnements, et je pense que le manager est là aussi pour nous encourager, quelque part, reconnaître ce qui est fait dans le quotidien. Il y a une question qui nous est posée et que je pose à vous deux, qui est, est-ce que vous ne pensez pas, vous avez fait une formation en cabinet, vous avez également une formation de management, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un déficit de formation des managers dans la fonction publique en général? Alors oui, j'en reparlerai. Pour moi, on ne s'improvise pas manager. Je pense qu'on peut avoir des appétences, on peut avoir des prédispositions, mais je pense que la théorie ne nuit pas et ça aide à enrichir un parcours, à se construire. Rémi Zavecta sur ces sujets. Je préside la question, c'est que on peut se poser la question de la logique d'évolution de carrière. C'est-à-dire que c'est évident que les évolutions de carrière se font dans la fonction publique, avec des logiques qui ne sont pas forcément celles des qualités de manager. Je crois qu'on commence à avoir une formation embryonnaire sur le management tel qu'on devrait, à mon sens, l'enseigner. On a une longue tradition d'enseignement de la sociologie des organisations, c'est-à-dire la vision universitaire du management. Ce dont on a besoin et ce dont on est dépourvu beaucoup, c'est des outils pratiques et voilà, savoir comment développer les compétences de ses collaborateurs, de quelle manière s'y prendre pour que tout le monde soit bien et se sente motivé dans une organisation. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui. Alors, nous avons évoqué l'association des organisations syndicales dans la démarche, l'impulsion du manager, l'attitude du manager dans le bien-être de ses équipes. Oui, alors l'attitude, le manager, il est là pour donner le bon niveau d'autonomie à chacun. Et ça, on a tous une appétence individuelle, une capacité à gérer l'autonomie, donc c'est un petit peu son rôle. Pour moi, il doit également gérer la pression. Alors, qui dit gérer, dit amortir, mais peut-être des fois en mettre un petit peu quand on voit que voilà, l'organisation ralentit dans son rythme.
C'est effectivement aussi diffuser des bonnes pratiques managériales. Souvent, une organisation qui se lance dans une démarche de bien-être au travail va définir des valeurs, des principes de fonctionnement. Et pour moi, le manager a un rôle clé dans la diffusion, dans le relais de ces bonnes pratiques. Alors pour moi aussi, c'est très personnel, mais j'y crois vraiment, le courage managérial, c'est un élément clé pour réussir un bon management. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot-là? C'est la capacité de dire les choses. Alors, ça ne veut pas dire de le dire violemment, méchamment. Justement, toute cette bienveillance, elle doit être là en permanence. Mais je pense qu'il faut absolument être en capacité, quand on est manager, de dire les choses. Il y a des managers qui se disent oh, bah là, il y a une difficulté, je vais le mettre sous le tapis, et puis ça va bien finir par se tasser, tout ça. Et ça, j'y crois pas du tout. Je pense que vraiment être en capacité de dire les choses et de montrer l'exemple de dire les choses, ça permet de réguler, ça permet d'apaiser les tensions et puis ça permet d'être au clair. Si je sais que mon manager, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va me le dire. En fait, c'est un facteur de détente. Si on me dit tout va bien, je sais que c'est vrai. Si mon manager n'est pas capable de me dire quand il y a un problème, il me dit tout va bien, je ne sais pas si c'est vrai. Alors on dit que la vraie liberté est celle qui est dans un cadre. Donc, c'est donner un cadre. Avec des vraies règles du jeu et qui sont respectées. Alors, par contre, c'est pas évident d'aller dire à quelqu'un, écoute, ça se passe pas bien et donc il faut qu'on en parle. Mais je pense que c'est un élément clé pour être un manager qui favorise ce bien-être. Et puis, qui dit bien communiquer individuellement, dit aussi favoriser la communication dans l'équipe, organiser des temps d'échange pour se dire les choses, pour réguler, mais également pour se dire des choses positives. Et ça, pour moi, c'est la prolongation de cette qualité, et elle est assez fondamentale. J'ai envie de rebondir, je me retrouve complètement dans ce que dit ma collègue. Et le fait de donner des feedbacks réguliers quand ça va bien et quand ça ne va pas bien, de mon point de vue, c'est un cadeau qu'on fait. Et beaucoup de managers hésitent, par exemple, lorsqu'il y a un recadrage à faire, hésitent à le faire, de peur de froisser, de peur de donner de l'inconfort. En réalité, permettre un recadrage, c'est permettre à son collaborateur aussi de progresser et de régler quelque chose. Et justement, voilà, c'est très sécurisant. Et je peux d'autant plus facilement recadrer quelqu'un de mon équipe si je lui envoie régulièrement des feedbacks positifs quand ça va bien. Donc le feedback, en fait, c'est quelque chose, c'est un devoir presque quotidien du manager, et ça s'apprend. C'est sa responsabilité, je dirais, par définition. Ouais. Et ça s'apprend, ça se travaille, et c'est pas quelque chose justement qu'on étudie, qu'on apprend à l'école. On reviendra sur ce que vous avez mis en place tout à l'heure. À ce stade, nous allons vous poser une question. Vous internautes, qui apparaît sur l'écran, le bien-être au travail dépend-il en priorité de la qualité du management? Vous répondez par oui ou par non, et en fonction des réponses que vous apporterez, nous verrons si nos internautes réagissent aux propositions que vous faites. Alors, nous continuons notre échange. On parle souvent, parfois à tort et à travers d'ailleurs, de management par les valeurs, mais en l'occurrence, en matière de bien-être au travail, quelles sont celles, selon vous, à mettre en avant? Alors, selon moi, il y a d'abord la confiance. Je pense que manager dans la confiance, jusqu'à un certain point, il y a des fois où il faut faire le constat qu'on ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qui est dans l'équipe. Mais bon, a priori, je pense que partir sur la confiance, c'est déjà un bon a priori. Je le disais, c'est le bon niveau de délégation et le bon niveau d'autonomie. Alors pour moi, c'est pas la même chose. Déléguer, c'est déléguer avec des règles du jeu. L'autonomie, c'est en laissant plus de latitude de décision. Donc là, c'est aussi un dosage à évaluer. C'est les valeurs de partage et de collaboration. Donc on vient de l'aborder, notamment dans la régulation des équipes. Et puis, toujours cette reconnaissance qui permet aussi finalement de motiver, d'encourager les personnes à continuer sur la lancée. Il y a une question qui nous est posée, elle est sur la confiance. C'est pour ça que elle est très générale, mais donc on ne peut pas forcément y répondre directement, mais ça permettra peut-être d'orienter. La première chose, c'est que quand vous parlez de confiance, il y a la notion de réciprocité, qui est une évidence, mais c'est bien en disant. Et puis cette deuxième question qui nous arrive d'internautes, comment s'y prendre quand la confiance des agents est rompue envers la direction et les autres chefs de service d'un établissement? Ce qui est la question la plus générale qu'on puisse imaginer. Quand on est en situation de mobilité, qu'on arrive
dans une collectivité ou dans un établissement hospitalier, et que ce genre de situation existe. Quelles sont les... Cette personne a l'air concernée par cette question. Oui, tout à fait. Ça arrive régulièrement dans les organisations. Je pense que la confiance, elle se fait avec son équipe. Après, on peut agir au niveau individuel. On n'est pas responsable de ce qui se passe dans toute l'organisation. Donc, je pense que déjà à son niveau, en tant que manager, voilà, on peut travailler sur cette question de la confiance avec sa propre équipe, voire avec ses pairs. Et puis, on doit travailler aussi la confiance avec son supérieur hiérarchique. N'oublions pas que souvent, un manager, il est intégré dans une ligne hiérarchique. Et donc, c'est pour moi une valeur à travailler à 360 degrés. Après, quand on travaille dans une organisation voilà, qui a rompu la confiance, c'est pas forcément de la responsabilité du manager en tant que tel. Bien, je vous ai interrompu avec cette question. Donc, nous étions sur la confiance et le bon niveau de délégation. Oui, tout à fait. Et puis, bon niveau de délégation, bon niveau d'autonomie et reconnaissance des actions engagées. Alors, comme on le disait également tout à l'heure, on a un peu abordé la question, mais pour moi, la compétence en management, c'est avant tout une appétence, peut-être une compétence personnelle. Mais pour moi, la formation, et on l'a dit, elle est vraiment fondamentale pour aider le manager, en tout cas, à acquérir de bons réflexes, ou en tout cas à se conforter dans ses compétences naturelles. Alors bien sûr, ça doit s'enrichir par l'expérience. Je crois beaucoup à la pratique et au fait d'apprendre à forger en forgeant. Hein. Et puis avoir un retour en formation, expérimentation, ça, je trouve ça, pour l'avoir expérimenté moi-même, je trouve que c'est très très enrichissant. Et puis Hugues, c'est à vous que je dirais que le coaching peut apporter énormément dans le management. Je suis content de l'entendre. Alors c'est vrai que on a dans le passé aussi beaucoup utilisé le coaching pour pallier à des dysfonctionnements. Oh là là, il est mauvais manager, alors du coup, on va le coacher. Je pense que ça a porté préjudice au coaching. Je pense qu'on peut vraiment utiliser le coaching d'une manière beaucoup plus positive, ne serait-ce par exemple à la prise de poste, lorsqu'on débute en tant que manager. Je pense que c'est une technique tout à fait enrichissante pour être dans la construction, dans le positif. Et je pense que voilà, c'est quelque chose à utiliser. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi très intéressante, c'est la communauté de pratique pour les managers. Alors, je peux parler de l'exemple de la région Île-de-France, puisque nous avons, en dehors des démarches de formation, monté un campus des cadres qui nous permet d'échanger entre pairs, entre managers. Donc, il y a tout un type des programmes avec des conférences, avec un café philo, avec des ateliers en tout genre et avec du co-développement, technique que je trouve assez intéressante parce que ça permet entre pairs de travailler une problématique qui est apportée par quelqu'un et ça permet aux autres de travailler sur cette problématique et en travaillant, en aidant quelqu'un, de prendre du recul sur sa propre pratique managériale. Donc, je trouve que cette pratique du co-développement est assez intéressante. Elle permet l'échange, la co-construction et je pense que c'est assez enrichissant. Donc, plus on peut, à mon sens, varier les modalités d'enrichissement de sa pratique managériale, plus c'est intéressant individuellement. Alors, je me permets de revenir sur la question que nous avions posée aux internautes. Le bien-être au travail dépend-il en priorité de la qualité du management? La réponse est claire, 90% oui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'éventuels commentaires à apporter sur ce sondage, mais je pense que ça me fait conforter vos propos. Quoi. Oui, c'est mon point de vue en tout cas, et on voit qu'il est assez partagé. Absolument. Évoquons l'environnement de travail également, qui est important, peut-être particulièrement avec ce que vous avez vécu dans le déménagement de vos locaux. Oui, c'est ça. Donc, nous avons déménagé des locaux du 7e arrondissement dans des locaux neufs à Saint-Ouen, donc en open space et en mettant en place le télétravail. Et je dois dire que ça a été assez intéressant pour moi parce que je ne me rendais pas compte à quel point les locaux et la qualité des locaux, en tout cas l'environnement de travail, peut avoir un impact sur les méthodes de travail et les méthodes collaboratives des agents. Donc, c'est tout à fait intéressant de travailler. Alors, j'encouragerais du coup des managers à travailler dans la mesure où ils ont cette capacité, de travailler sur la qualité des locaux. Ne serait-ce que l'espace, la décoration, la luminosité, même les couleurs, voilà, vont avoir un impact, je trouve, sur la manière dont on se sent dans un environnement.
Il y a le bon niveau de cloisonnement. Alors, je vous disais, nous, on a déménagé dans des locaux qui sont totalement en open space. Donc, c'était pas facile de faire passer cette transition, mais je trouve que c'est assez intéressant. Et on ne travaille pas de la même manière lorsqu'on est dans un bureau cloisonné avec son nombre de fenêtres qui correspond à son statut, voire avec la table de réunion qui correspond aux barrettes que l'on peut avoir. Et puis des espaces qui sont totalement décloisonnés, où il y a beaucoup moins de statutaires et où on encourage beaucoup plus la possibilité de se parler dans les espaces de travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est de travailler sur des espaces collaboratifs de travail. Donc dans des nouveaux locaux, on a étudié ces possibilités, donc à la fois la salle de réunion, mais aussi des labs pour pouvoir travailler dans des conditions un petit peu moins formelles, mais également favoriser le travail dans des cafétérias, dans des espaces complètement un peu ce qu'on dirait disruptifs maintenant. Et je trouve que c'est assez intéressant puisque finalement, c'est la tâche à exécuter qui va déterminer un peu le lieu où on va s'installer pour travailler et vice-versa, le lieu va générer un mode de collaboration qui va être différent selon qu'on est dans un espace ouvert, fermé ou en mode lab, sans papier, sans ordinateur, etc. Donc c'est pour moi assez intéressant à expérimenter. Et puis, voilà, je trouve que c'est intéressant aussi de travailler sur le mobilier. Voilà, dans les open space, on a travaillé sur des bureaux assis debout. Alors au début, je me disais, bon, travailler debout, voilà quoi. Parce que c'est pas un gadget. Et ben non, finalement, c'est assez intéressant de pouvoir se mettre debout parce qu'en fin de journée, on a un peu mal au dos. Et donc, toutes ces petites attentions font que, voilà, on travaille sur un bien-être pour les agents. Et je trouve ça intéressant. Il y a également tout ce qui va être dans le périphérique de l'organisation du travail, c'est-à-dire les facilités sociales. Je trouve que les crèches d'entreprise, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant. On est détendu quand on sait qu'on n'a plus cette contrainte d'aller chercher son enfant à la crèche. Les salles de sport, tout ça, c'est un environnement qui peut paraître un peu anecdotique, mais qui aide à construire en fait tout un environnement où on va se sentir bien, où la personne va se sentir, on va s'occuper d'elle et donc prendre en compte ses contraintes personnelles également. Donc on va pouvoir aborder cette question aussi. Et je trouve que voilà, ce sont des petites attentions, même la restauration, sont des petites attentions, mais qui vont contribuer globalement à un cadre de travail totalement positif. Il y a également toute une réflexion que vous avez menée sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée. Oui, on l'a mené puisqu'en fait, on a mis en place le télétravail. Alors, effectivement, on est dans un contexte où on équipe de plus en plus les personnes avec des ordinateurs au-delà des smartphones qu'on avait déjà depuis un moment. Quand on met en place le télétravail, il faut que tout le monde soit équipé, donc possibilité de travailler n'importe où, à la fois au bureau, chez soi, dans des espaces de coworking. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler partout, mais tout le temps. Et donc, du coup, avec ces possibilités-là, donc on est amené à travailler sur l'équipe vie privée, vie professionnelle, et également sur le droit à la déconnexion. Et donc tout ça, c'est une démarche qui me paraît très intéressante, même en dehors d'organisations qui déploieraient le télétravail, parce qu'on a tendance finalement à empiéter et à avoir, quand on donne la liberté finalement aux personnes de travailler un peu quand elles veulent, où elles veulent, c'est très bien, ça permet de donner de la liberté, ça permet de s'adapter par rapport à sa vie privée, vie professionnelle, mais il faut aussi savoir éditer des règles de vie en commun, de travail en commun, et puis pour fixer des limites aussi pour chacun. Il y a une question d'ailleurs qui vient de nous arriver sur ce sujet-là. Le télétravail nécessite un mode de management adapté, ce que vous commenciez à dire. Quels sont les principes que vous y appliquez? Comment on adapte? Qu'est-ce qu'on change? Alors pour moi, il y a aussi, alors on revient sur la confiance. Je pense que nécessairement le manager, enfin ça bouscule un peu les managers, le télétravail, ça il faut être clair, parce que voilà, quand on arrive le matin, on n'a pas forcément son équipe sous la main. Alors on communique, être en télétravail, c'est être en lien aussi. Mais du coup, le manager doit complètement changer sa posture, enfin, sauf s'il avait déjà une attitude de management par objectif. Je pense qu'il est nécessaire de manager par objectif, de déléguer, de faire confiance, de dire, voilà, là, moi, ce que j'attends de toi, c'est ça. Et puis, on établit le feedback, on en a parlé tout à l'heure, l'important, c'est d'avoir un retour. Nécessairement, il y a une confiance qui doit s'établir. Alors, des fois, il faut aussi réguler. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que quelqu'un qui est en télétravail, voilà, il travaille moins.
Donc à ce moment-là, il faut faire un retour et puis revenir sur le sujet. Mais c'est sûr que ça re-questionne le management. C'est en ça d'ailleurs que je trouve ça assez intéressant, de re-questionner la posture managériale, le rôle du manager et les valeurs managériales. Beaucoup de questions sur le télétravail, une qui concerne le nombre de jours. Que pensez-vous d'autoriser le télétravail 1 à 2 jours par semaine? Donc, une question qui dépend sûrement des postes. Et puis, une autre qui est liée au fait que, dans certains cas, le télétravail nuit la qualité de travail des équipes. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur les open space, qui ont plutôt tendance à regrouper les équipes, et en même temps, le télétravail qui pourrait avoir comment est-ce que vous gérez, pour avoir un impact un peu différent? Ouais. Alors, bon, pour l'expérimenter avec des équipes, y compris des managers, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde peut être en télétravail. À la région de France, ce que je vois, c'est que 1 jour, 2 jours, ça s'organise. Donc, on a proposé d'ailleurs aux équipes lors de la mise en place de s'organiser. C'est-à-dire qu'à la RH, on a dit, bon, on limite à 2 jours, parce que la loi nous permet d'aller jusqu'à 3, on s'est dit, on va faire 2 jours. Il y a des équipes qui ont commencé avec 1 jour, qui ont régulé, qui ont vu comment ça se passait, qui sont passés à 2, donc qui sont passés à 2 directement, 1 ou 2, parce que c'est la demande du télétravailleur de faire 1 jour ou 2 jours. Globalement, il faut l'expérimenter parce que ça fonctionne très bien. Si on envoie quelqu'un en télétravail, il faut qu'il ait des outils pour communiquer. Donc, qui dit travailler chez soi ou en tiers-lieu, c'est aussi pouvoir téléphoner à ses collègues. Et on le fait de manière beaucoup plus détendue parce qu'on a moins de réunions. Donc, je trouve que la communication passe très bien quand on est en télétravail. Et quand on vient justement sur le lieu de travail, eh bien, on vient aussi pour communiquer avec ses collègues. Et ça, c'est assez flagrant. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, les travaux de réflexion, d'études, de lecture, on le fait dans des espaces, on le fait plutôt chez soi quand on peut s'isoler. Et alors, quand on vient justement pour être avec les autres. Et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est ça. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette démarche. Un mot sur le droit à la déconnexion? Alors, le droit à la déconnexion, je pense qu'il va falloir le travailler de plus en plus dans la fonction publique. C'est déjà bien engagé dans le secteur privé. Je pense qu'il faut se fixer des règles. C'est indéniable. Alors après, quel dosage? Je sais qu'il y a des entreprises qui sont allées très loin dans le domaine. On coupe les serveurs. Je pense qu'il est plus intéressant de travailler en collectif sur des règles de fonctionnement que d'être dans un peu, j'appellerais ça, du trop rigide. Parce que justement, si on veut donner la possibilité aux personnes de travailler quand elles le veulent, il ne faut pas les contraindre après. Par contre, il faut respecter chacun, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des outils qu'on peut utiliser pour décaler l'envoi de mails, en tout cas la réception. Enfin voilà, il y a un certain nombre de règles qu'on peut mettre en place assez facilement pour éviter de se sentir agressé par les moyens technologiques. Merci Aline Rué. Il y a un internaute qui vient me faciliter le lien entre les deux intervenants, qui pose la question: et le télétravail à l'hôpital, monsieur Delecta, où en sommes-nous? Alors, bon, je vous laisserai y répondre pendant votre intervention. Intervention que l'on a intitulée « Mieux mesurer pour mieux prévenir ». Mais peut-être avant, nous dire quelques mots sur les 2 établissements dont vous êtes DRH. Alors, donc les centres hospitaliers de Saint-Lô-et-Coutances, dans la Manche, ce sont 2 établissements en direction commune, environ 2000 professionnels qui y travaillent, 1000 lits et places, un plateau technique qui recouvre l'essentiel des activités hospitalières, avec un gros secteur gériatrique également, et puis donc 150 millions d'euros de budget à peu près de fonctionnement. Et un projet d'établissement. Et un projet d'établissement. On est deux hôpitaux, mais on fonctionne vraiment comme un, avec un seul grand projet d'établissement. Et justement, le management est au cœur de ce projet. Et dans le projet d'établissement, il y a le projet social et le projet de soins. Il y a des axes communs dans ces 2 projets. C'est important de le souligner parce que la collaboration entre la gestion des ressources humaines et la gestion des soins est extrêmement importante. J'ai la conviction que la QVT à l'hôpital passe aussi par une très bonne collaboration entre les directeurs des soins et les directeurs des ressources humaines. Ce qui est une vraie question dans le monde hospitalier. C'est peut-être une des différences avec les collectivités que nous évoquions tout à l'heure. Alors, parlons maintenant de l'outil de mesure de bien-être au travail là, que vous avez mis en place et de la place du management dans cet outil. Et oui, alors moi je suis convaincu comme ma collègue que le bien-être au travail, ça se mesure.
Et si on veut pouvoir se donner des objectifs pour améliorer les choses, eh bien, il faut pouvoir le mesurer. Si demain, je veux faire un régime, je vais me peser régulièrement pour voir si j'atteins mes objectifs ou pas. Le bien-être au travail, c'est pareil. Donc, ce n'est pas si facile de le mesurer. Beaucoup d'établissements ont mis en place un baromètre social. Voilà, on prend la mesure, on prend la température sur le plan social. Ça a ses avantages. On s'est rendu compte aussi des limites que ça peut avoir. Donc, on a souhaité aller un peu plus loin à Saint-Lô-et-Coutances et se doter d'un outil plus précis, plus chirurgical, si j'ose dire. Et donc, avec l'entreprise Mozart Consulting, on a développé ce qu'on appelle un IBET. L'indice de bien-être au travail. Oui, c'est ça. Alors, c'est une facétie de son auteur, puisque en anglais, on parle de l'EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, autrement dit, le profit, le bénéfice brut, qui mesure la performance économique. Et donc, Victor Vecnin, l'auteur de l'IBET, avec une anagramme facétieuse, a transformé en IBET, indice de bien-être au travail, qui mesure donc la performance plutôt sociale. Et il prend en compte donc les éléments du baromètre social qui sont très importants. Il prend aussi en compte en fait tout ce qui va être le désengagement au travail, tout ce qui est le désengagement déclaré des salariés, les sorties forcées de l'employeur, licenciement, suppression de postes, et puis également aussi ce qu'il appelle le surinvestissement. Quand il y a par exemple pas du tout d'absentéisme chez quelqu'un pendant des années, c'est pas forcément une bonne question. Ça pose question. Ouais. Et donc, du coup, l'IBET prend tout ça en compte et permet de donner un score qui est compris entre 0 et 1. Et on sait que voilà, si c'est la cible, c'est d'être autour de 0,95. Au-dessus de 0,95, c'est pas bon. Et cette notion de surinvestissement, elle peut être difficile à calculer dans des cas de télétravail et de non-déconnexion. Peut-être. Aussi. Peut-être. C'est une vraie question qui mérite de se poser. Alors, sur le télétravail, si on en parle, pour faire écho à la question de notre internaute. Qui a l'air très concerné. Oui, ça commence à l'hôpital. Alors évidemment, il y a beaucoup moins de tâches qui sont télétravaillables à l'hôpital que dans les collectivités territoriales. Je ne peux pas encore poser une perf ou faire une toilette depuis mon domicile. En revanche, sur tous les métiers de secrétariat médical, d'encadrement, et dans le personnel plus administratif. Ouais, ou technique, ou certains métiers comme les diététiciens, les secrétaires médicales, il y a des choses qui peuvent être télétravaillées. Et donc ça, c'est intéressant. Et on est en train de l'expérimenter. L'hôpital a un arsenal réglementaire qui est récent sur le sujet. À Saint-Lô-Coutances, on a commencé à le faire. On a des conventions de télétravail qui sont signées. On a pu déjà expérimenter et ça marche. Et ça marche parce que c'est un temps qui permet aux télétravailleurs de se réapproprier son autonomie, de se réapproprier aussi ses chrono-rythmes et de pouvoir se dire, tiens, si je suis plus efficace le matin ou l'après-midi, voire le soir, eh bien, j'ai la possibilité de le faire. Et donc, c'est une source de motivation intrinsèque pour le coup. Et je crois que ce n'est pas à démontrer. À chaque fois qu'on peut télétravailler, je suis convaincu que nous avons intérêt à le faire. Alors, il y a une conviction que vous affichez sur la notion de prévention, que je vous laisse exprimer. C'est que 80% du travail de prévention, du travail sur le bien-être, porte sur la prévention. Et que cette prévention, elle se fait essentiellement par le management. Les internautes qui ont répondu à la question tout à l'heure vont dans cette même direction. Alors, il y a ce que vous faites à la fois à Saint-Lô-et-Coutances, et puis il y a un certain nombre de propositions de mise en commun par votre association, par l'adresse, sur une meilleure qualité de vie au travail dans l'ensemble des établissements publics de santé. Oui. Alors, juste en préambule, et pour reboucler avec le baromètre social, oui. On voit dans le baromètre social, lorsqu'on mesure la satisfaction des professionnels et quand on mesure la qualité perçue du management, au travers de questions précises, de quelle manière est-ce que mon manager m'encourage, de quelle manière est-ce qu'il prend en compte mes opinions, de quelle manière il fait-il des feedbacks, etc. On voit que les scores de satisfaction du management perçu, ils sont reliés de manière très fine avec le score de satisfaction globale. Si on fait un coefficient de corrélation linéaire, comme on dit en statistique, on aurait une ligne droite.
Voilà, c'est vraiment très, très intimement lié. Donc c'est pour ça que cette conviction, elle est très forte. Et l'adresse l'a compris depuis longtemps, et c'est pour ça que nous réfléchissons beaucoup au management, nous réfléchissons beaucoup à la QVT. Et en 2016, on a rédigé des recommandations pour appuyer la stratégie nationale du QVT, avec une idée force qui est les soignants prennent soin des malades, il faut que les établissements prennent soin des soignants. Et donc, des recommandations assez concrètes qui vont rejoindre un peu celles qu'Aline Rida évoquait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire déjà inscrire la QVT dans la démarche projet d'établissement, le faire porter au niveau institutionnel, la structurer au niveau des groupements hospitaliers de territoire, investir la question du dialogue social, former les professionnels à la QVT, l'inscrire également dans le fonctionnement des commissions médicales d'établissement et structurer les organisations de travail. Voilà. Autrement dit, travailler la question. Des établissements comme le CHIC de Créteil sont très très structurés sur cette question-là. Ce sont des informations qu'on peut retrouver sur le site de l'association? Absolument. D'accord. Alors, même question, enfin même sondage auprès des internautes, mais avec une question différente. La qualité du dialogue social dont on a parlé tout à l'heure et dont on va reparler avec vous, la qualité du dialogue social influe-t-elle directement sur le bien-être au travail? Même chose, vous répondez par oui ou par non. Et nous présenterons le résultat à nos intervenants puis éventuellement ils les commentent. Alors tout ça pour revenir sur le dialogue social qui avait donc été évoqué tout à l'heure. Je le disais, je crois que vous allez jusqu'à former vos cadres au dialogue social, l'importance que vous lui donnez. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. On est absolument convaincu qu'on ne peut pas faire de QVT si on n'a pas un dialogue social de qualité. Et le dialogue social, ça se travaille. Et ça ne se travaille pas de notre point de vue dans une logique d'affrontement, mais dans une logique de partenariat. Et si on arrive à comprendre que les partenaires sociaux sont là pour les mêmes raisons que nous tous, qui est que tout le monde se sente le mieux possible au travail, je pense qu'on passe à côté d'une partie majeure de l'équation. Donc, pour ça, ça demande d'investir le dialogue social. Et pour ça, il faut donner des outils. Donc, à Saint-Loup et à Coutances, par exemple, nous formons nous-mêmes les cadres de manière générale à la gestion des ressources humaines et en particulier sur le dialogue social. Et là, on va faire un truc qui décoiffe. On met en place, là c'est à l'automne, des formations au dialogue social dans lesquelles les représentants du personnel interviennent eux-mêmes. Ah oui. En fait, ce sont les partenaires sociaux qui vont contribuer à former les cadres au dialogue social. Je sais que d'autres établissements ont fait des choses un peu décoiffantes dans le même style. Au CHU de Rouen, par exemple, dans la formation des managers, il y a des CTE blancs, c'est-à-dire des comités techniques d'établissement, pour de rire, avec les partenaires sociaux pour s'entraîner, pour voir comment ça fonctionne. Et moi, ce que j'envisage à terme, avec ma collègue directrice des soins, c'est qu'on monte de la simulation. La simulation au dialogue social et à la négociation d'une organisation de travail, par exemple. Alors, il y a les résultats du sondage qui sont arrivés, qui abondent d'une certaine manière, mais que vous pouvez éventuellement commenter. Donc, je rappelle la question, la qualité du dialogue social influe-t-elle directement sur le bien-être au travail? Réponse, oui, 81%, non, 19%. Donc, no comment ou quelques comments? Oh, ça se commande toujours. C'est pas toujours facile, de gérer le dialogue social dans les établissements où il y a une crise de confiance, où, comme le disait un internaute tout à l'heure, quand il n'y a plus de confiance dans la direction, quand ce lien-là est rompu, c'est compliqué. Mais voilà, si on laisse ça de côté et qu'on ne s'empare pas de cette question-là, je crois qu'on ne peut pas être bien. On ne peut pas être bien. Même quelqu'un qui est bien dans son équipe, s'il y a des discours autour alarmistes, comme quoi, tiens, là, c'est pas normal que, ah bon, je devrais m'inquiéter. Alors, c'est difficile de se sentir bien quand il n'y a pas un climat social apaisé. Il y a une question que je vais vous poser à tous les deux qui n'est pas liée directement au dialogue social, quoique. Le recours au contrat à durée déterminée n'est-il pas un frein au bien-être, au travail et à la motivation? Alors, si je reviens aux fondamentaux, dans la pyramide de Maslow, il y a un étage qui est celui de la sécurité.
si je ne me sens pas en sécurité sur ma situation professionnelle, c'est difficile de pouvoir accéder aux étages supérieurs que sont la réalisation de soi au sein de l'entreprise. Donc, bien sûr qu'une précarité de contrat ne facilite pas les choses. C'est une évidence. Et je crois qu'il est important, ça fait aussi partie de la QVT, de pouvoir se donner une politique qui soit à la fois ambitieuse de ce point de vue-là, de sécurisation des parcours, et en même temps qui soit adaptée à la réalité de nos organisations. Et par exemple, à l'hôpital, on sait qu'il y a une activité qui est fluctuante et qu'on ne peut pas avoir 100% de contrats permanents. Néanmoins, on s'en rapproche pas mal dans l'ensemble. Je crois que la plupart des hôpitaux sont à 85-90% de contrats permanents. Des données sur ce sujet? Oui, là on aborde une autre question, on pourrait passer une heure, Bien je sûr, pense. Mais on ne pourra pas parce que... Parce que bon, on aborde la question du contrat dans la fonction publique et donc du coup il y a un statut et donc quelle est la place du contractuel dans la fonction publique, donc à l'association des DRH des grandes collectivités. Effectivement, nous on est pour avoir un volant de contractuel. Maintenant, voilà, il faut qu'on fasse quel est l'intérêt de passer les concours si on est exactement au même niveau. Donc ça pose une question plus large du statut du titulaire et du non titulaire. Donc certes c'est une incertitude, mais voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, quoi. D'accord. Alors, moi, je vais vous proposer un contrat à durée déterminée, qui sait que le temps passe malheureusement très rapidement et qu'il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je vais essayer de ne pas vous interrompre comme je l'ai fait jusqu'à maintenant et vous proposer de vous laisser dire ce que vous aviez à nous dire, notamment sur l'organisation des actions dans le champ de la santé et sur ce que vous avez mis en place à Saint-Lô-Coutances. D'accord. Alors déjà, tout ce qui est dans le champ de la santé et de la qualité de vie au travail, on a décidé de se structurer autour de ça en créant un comité de pilotage qui associe notamment les membres des CHSCT, santé au travail, direction des soins, direction des ressources humaines. Et donc ce COPIL est doté d'un budget, 90 000 € par an. Et donc ce sont les membres du COPIL, dont les représentants du personnel, qui font les choix de comment est-ce qu'on utilise les moyens attribués à la QVT. Donc ça, c'est un engagement fort de ce point de vue-là. Et là, on essaie de faire des choses un peu originales. Là aussi, dans cette logique de responsabiliser les acteurs, on fait des appels à projets en interne. Vous avez une idée pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer votre quotidien, et bien montez le projet. Allez-y. Rapprochez-vous des interlocuteurs clés dans la boutique. Faites-nous des propositions, essayez de faire un chiffrage. Et puis nous, COPIL SQVT, on va sélectionner les projets qui nous paraissent les plus pertinents. Donc c'est super parce que c'est très responsabilisant et c'est très pratico-pratique, je dirais. Voilà, on aménage aussi des espaces de détente. On permet aux professionnels qui ont plein de talents de les exercer au sein de ces espaces de détente, par exemple en faisant du Reiki, en faisant de la méditation pleine conscience ou en faisant des activités sportives adaptées. Voilà, donc ça fait aussi partie des choses qu'on fait et on l'organise, tout ça. Et un gros investissement sur le développement des compétences managériales. Ouais, c'est ça. Pour le coup, si on est aligné avec ce qu'on disait tout à l'heure, si on est convaincu que la prévention du mal-être au travail passe par le management, c'est la thématique qu'il faut investir prioritairement. C'est pour ça qu'on s'est dit, là, il faut mettre le paquet. Donc, on a décidé de confier ça à des managers, puisque qui mieux que des managers peuvent animer le collectif managérial. Donc, on a monté ManageUp. Voilà, c'est une quinzaine de cadres, toutes filières confondues. Et ils ont 3 missions. Ils doivent monter une offre de formation, préparer des journées d'encadrement et monter des projets innovants. Donc, ils ont 30 000 € par an. L'offre de formation, d'abord, c'est de la formation sur le management d'équipe, sur la gestion de projet, sur la gestion du temps et sur également des actions plus individuelles comme le coaching, voilà. Le co-développement et puis également une thématique très importante qui est le développement personnel. C'est un très gros besoin. Et là-dessus, j'ai envie d'en dire un mot. On investit beaucoup cette thématique à Saint-Lô-Coutances avec notamment la ProcessCom et le triangle de Cartman. On a décidé d'ailleurs de se former nous-mêmes, moi-même et quelques collègues, à ces outils pour pouvoir les enseigner nous-mêmes à grande échelle. Et ça, c'est un bienfait qui est très important parce que l'intelligence émotionnelle,
elle conditionne le bien-être et la qualité du management. Et puis les liens que vous créez entre les participants. Absolument, parce que comme on fait en interne, hein, toutes les formations, en fait, on fait venir des formateurs en interne. D'une part, ça permet de former plus de monde, mais d'autre part, ceux qui sont formés, eh bien, ce sont des gens qui ne se connaissent pas forcément ou peu, et qui du coup créent des relations de travail de meilleure qualité. Donc ça, c'est un point très important. Toujours dans cette dynamique de créer du lien, eh bien, là, si on va sur la diapo suivante, eh bien, ce sont les journées de l'encadrement. Donc, on a besoin, les managers ont besoin de passer du temps ensemble, de confronter leurs pratiques. C'est comme ça aussi qu'ils peuvent progresser. Donc, on fait des petits déjeuners du management, on fait des séminaires, on fait autant d'occasions de se rassembler que possible. Et souvent avec une recherche d'originalité. Hein. Il y a 3 ans, on a fait chanter les cadres. Il y a 1 an, on a fait venir Muriel Hermine. Nous y venons. Mais oui. et voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Qui est championne de natation synchronisée. Ouais, c'est ça, et qui est également coach. Voilà, donc c'était formidable. On a appris énormément de choses ensemble, et c'est très important pour souder le collectif. Et puis c'est également, Manajob, c'est aussi monter des trucs innovants. Hein. Par exemple, on a créé un outil d'évaluation collective. On parle beaucoup d'évaluation individuelle. On fait peu d'évaluation d'une équipe. Hein, comment est-ce que j'envoie des feedbacks à une équipe? Comment est-ce que je pose des objectifs? Ça, c'est très important. On vit mon job. Hein, allez, je passe une journée avec toi, tu passes une journée avec moi, on se comprend mieux. Et puis, également, ce qu'on appelle les fiches d'événements désirables. Ça, c'est notre facétie à nous. On est habitué à tracer ce qui ne marche pas, ce qui dysfonctionne, au travers de fiches d'événements indésirables. Et donc, cette culture de la traçabilité du risque, bah, nous, on avait envie de la contrebalancer avec la culture de la traçabilité de ce qui marche, d'où les fiches d'événements désirables. Donc, c'est très important, ces innovations. Et alors, il y en a une, enfin, qui est d'avoir monté un groupe vocal. Alors, ce n'est pas si innovant que ça, parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises le font déjà. Nous, notre particularité, c'est que c'est le DRH lui-même qui était à la manœuvre. Vous, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Et donc, on a appelé ce groupe Hostofolia, hein, parce qu'on est à l'hosto et qu'on est un peu fou. Et dans ce groupe, on est 35, tous les métiers qui sont présentés, ça va du directeur général hein, jusqu'à l'aide-soignante, en passant par le secrétaire médical ou le DRH. Et on fait du coup des trucs, on fait des concerts, on fait des disques et on fait des actions qui nous permettent de nous dépasser et offrent en plus une image très différente de l'hôpital vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose de formidable et j'encourage vraiment tous les internautes qui nous écoutent à le faire parce que c'est très facile, même si vous n'avez pas un DRH chef de cœur sous la main. Il y a plein de chefs de cœur extrêmement talentueux qu'on peut trouver partout en France. Et voilà, pour pas très cher, on peut vraiment monter une action qui a des bénéfices collatéraux qui sont assez extraordinaires. C'est une très belle innovation. Alors, quelques éléments d'évaluation pour conclure, si je puis dire. Bah, ça a bien marché hein, depuis 2014. On a monté 24 coachings individuels, 2 groupes de co-développement, plein d'innovations managériales, 4 séminaires. Nos travaux ont été récompensés par des prix, par des articles. Donc, ça commence à se savoir et c'est important. Et pour nous, c'est une grande source de fierté qui est cette reconnaissance-là. Et puis, dernier point, les managers médicaux, parce que oui, c'est vrai que c'est la spécificité de l'hospitalière. J'ai beaucoup parlé des liens nécessaires entre direction des soins et direction des ressources humaines. Évidemment, il est tout aussi nécessaire de travailler avec le management médical, avec les médecins, avec les chefs de service, les chefs de pôle. Et d'ailleurs, nos formations management maintenant, elles se font avec les binômes chefs de service médicaux et cadres de santé. Et les gens viennent de travailler ensemble. Et les gens viennent travailler ensemble. C'est pas encore totalement fluide, on va dire, mais ça se met en place et ça marche bien. Et ceux qui le font en sont ravis. Voilà, c'est important de jeter un pont à l'image de ce magnifique pont de Normandie entre les filières médicales et paramédicales, qui sont encore 2 mondes qui coexistent un peu en autonomie à l'hôpital et qu'on a vraiment besoin de rapprocher pour pouvoir créer de la QPT. Alors, il nous reste quelques minutes et deux questions qui nous sont venues, que je souhaitais vous poser. Il y en a une, la réponse est presque dans la question, mais je vous la pose quand même. Le mal-être au travail n'est-il pas lié à la multiplication de réorganisations? Il y en a à l'hôpital de Bourg en ce moment, mutualisation, fusion, pas toujours bien ficelée.
C'est pour ça que je disais que la réponse est dans la... C'est drôle, la question arrive au moment même où Oui. le président de la République est en train d'annoncer, ou vient de terminer d'annoncer, une nouvelle loi hospitalière, hein, qui est la 4e depuis 2005. C'est vrai que l'hôpital se transforme énormément. Voilà, tous les 3-4 ans, il y a une nouvelle loi, il y a une nouvelle restructuration. C'est pas facile. On a à peine eu le temps de digérer la précédente, qu'il faut en mettre en œuvre une nouvelle. Ça pose des questions effectivement pour les hospitaliers, mais je dirais que au-delà de la structuration du système hospitalier, il y a les hommes, il y a ce que nous on fait et comment on travaille ensemble. Et c'est ça sans doute le plus important, quelle que soit l'organisation autour, c'est qu'est-ce que nous faisons du temps et des ressources qui nous sont imparties. Et c'est ça la question principale. Ça re-questionne la responsabilité du manager. Voilà. Annie, une idée sur ce sujet? Dans la territoriale, on a aussi droit régulièrement à des réformes, des changements des régions, pas la vôtre, mais les régions. Voilà, des collectivités qui fusionnent, voire des réorganisations sans fusion, sans changement de compétences. Mais effectivement, pour avoir accompagné un déménagement, il faut effectivement l'anticiper, écouter. Enfin, tout changement se prépare et s'accompagne. Alors des fois, voilà, quand on est à la RH, on n'a pas toujours l'accompagnement, on ne peut pas toujours apporter cet accompagnement qu'on le souhaiterait, mais il est clair que bon, la réponse est dans la question. Hein, moins on prépare, plus c'est difficile. Et une toute petite dernière question qui est subtile. Est-ce qu'il n'y a pas mécaniquement une charge de travail qui se répercute sur ceux qui ne souffrent pas de mal-être au travail, c'est-à-dire ceux qui sont bien dans leur travail, d'autres ne sont pas bien, donc surcharge de travail, au risque que ces personnes-là se retrouvent en mal-être. C'est une question qui est liée à l'absentéisme souvent. Oui, c'est une vraie question pas évidente. Hein. Quand on parle de bienveillance, il faut aussi envisager la bienveillance pour le collectif. Et parfois, lorsqu'on a des individualités qui s'absentent de l'équipe, quelles qu'en soient les raisons, si on est dans l'accompagnement et qu'on conforte, je dirais, à l'excès les individualités, il faut se demander à chaque fois jusqu'où l'accompagnement individuel permet de ne pas entamer l'accompagnement collectif. Anine, sur ce sujet-là, c'est clair. Hein, après, les organisations syndicales vous diront quand il y a des absents, il faut remplacer. Bon, c'est plus ou moins facile de remplacer plus ou moins rapidement. Mais je pense que c'est aussi le rôle du manager de bien évaluer la charge de travail de chacun, d'établir ses feedbacks justement pour avoir des alertes en temps et en heure. Il est clair que s'il y a beaucoup d'absentéisme, il y a naturellement un report de la charge de travail sur les autres et il faut être absolument vigilant. Là aussi, je dirais, il y a un peu la réponse dans la question. C'est sûr, c'est mécanique, quoi. Sauf si on fonctionne vraiment par objectif et qu'on est capable de repositionner des objectifs et de se redonner un peu de temps. Donc, du coup, là, on est toujours dans la planification et je trouve que c'est dans l'accompagnement du manager, justement. Mais quand l'équipe est forte et qu'il y a ce climat de bienveillance et de solidarité qui est installé, il n'y a jamais d'épisode qui soit suffisamment fâcheux pour qu'il ne soit pas surmonté. Voilà, ça c'est la conviction que Très bien. Mais écoutez, il y avait d'autres questions, notamment sur les confusions qu'il y a parfois entre bien-être au travail et bonheur au travail, de savoir si c'est de la responsabilité de la structure, mais là, ça pourrait être l'objet d'une autre webconférence. On arrive aujourd'hui à la fin du temps dont nous disposions et on va devoir mettre un terme à cette séance. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir une réponse immédiate. Et puis, je voulais vraiment remercier nos deux intervenants pour leur disponibilité et, je dirais, la générosité de leurs réponses. Merci. Merci à vous. Merci.